Demander à l'accueil. Le petit Swale est demandé à l'accueil du. Voilà. Je prononce comment votre prénom? Swale? Swale. Le Swell. Swale, je mets le I. Swale. D'accord. Je vais essayer. Alors, c'est bien l'action 8. Alors je vous lance et puis après je laisse. On coupe le portable quand même. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue sur le plateau du Plan BIM 2022. Nous sommes toujours ici pour détailler les actions, les 8 actions de ce plan lancé en 2018. Et ce soir, le dernier invité de la journée, puisque nous avons eu de nombreux intervenants, c'est Souheil Soubra, le directeur technologie de l'information au CSTB. Et je rappelle ce qu'est le CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et Souheil Soubra vient nous présenter la plateforme publique Croquis, qui a été lancée en 2018 et qui se donne en gros comme postulat de travailler ensemble autour de la maquette BIM. Alors je veux bien une présentation, puis je crois que vous avez aussi quelques chiffres à nous fournir, puisque depuis 2018, il y a eu du chemin. Voilà. À vous. Oui. Oui, là on est bon. Très bien. Bonjour à tous. On est en cercle restreint, donc on va faire plutôt interactif. Merci pour votre présence. Effectivement, la plateforme Croquis, comme le rappelait Steve, a été lancée il y a quelques années maintenant. À l'époque déjà dans un salon BIM World, donc voilà, il y a 4 ans. L'objectif initial a été d'accompagner en fait la transition numérique du secteur de la construction et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, et en particulier les TPE-PME, n'aient pas de difficultés majeures à faire cette transition numérique. Derrière ça, il y a une analyse qui consiste à dire les grandes entités, les grandes entreprises ont la possibilité de gérer elles-mêmes les transitions numériques et les petits acteurs, les petites entreprises doivent être accompagnés pour éviter qu'on ait une sorte de fracture digitale entre les petites et les grandes entreprises. Donc c'était l'objectif en fait de cette plateforme Croquis. Et par ailleurs aussi il y avait un autre objectif qui consiste à dire il nous faut créer un écosystème qui permet d'accompagner les éditeurs de logiciels qui souhaitent venir proposer leurs services innovants à travers une plateforme qui vient fédérer l'ensemble des services qui sont dédiés au secteur de la construction. Donc c'est un peu les challenges qu'on a souhaité relever et je pense que ça a été fait. La preuve, comme on le rappelait, on a maintenant, et je peux passer aux chiffres, on a quasiment 100 000 utilisateurs de la plateforme, donc 100 000 utilisateurs qui se sont inscrits sur la plateforme à un moment donné. Parmi ces 100 000 utilisateurs, on a à peu près 20 000 utilisateurs qui se connectent d'une façon régulière sur la plateforme, donc ils sont des utilisateurs qui se connectent régulièrement sur la plateforme. Donc ça, c'est aussi une marque du succès. On a presque 20 000 espaces de travail qui ont été créés aussi sur la plateforme. Donc ça veut dire que le challenge qui consistait à dire on va proposer quelque chose de facile d'accès, de gratuit dans un périmètre qui est défini, est effectivement en train de porter ses fruits. Alors, comment on a fait ça? On a réalisé ça avec les professionnels. On n'a pas fait ça dans un coin. On a interagi avec les professionnels, avec la maîtrise d'œuvre, avec la maîtrise d'ouvrage, avec les entreprises, les artisans. On a discuté avec ces organisations et on a identifié quels sont les besoins, quelles sont les attentes, et on a co-construit, je dirais, avec eux, une plateforme qui répond à ces besoins. Si je regarde aussi sur ces chiffres, on a depuis le début une progression assez linéaire, je dirais, du nombre d'utilisateurs actifs et connectés. Donc là excusez-moi Souheil, la ligne bleue, ce sont décrivez-nous un peu ce graphique. Donc la ligne orange, c'est les utilisateurs uniques, c'est-à-dire qui se sont inscrits sur la plateforme à un moment donné, c'est cumulé. Et la ligne bleue, c'est les utilisateurs actifs.
il faut savoir qu'on est passé par des moments un peu compliqués, hein, et en particulier, lors du premier confinement, on a eu un pic d'utilisation qui est assez important, qui nous a amené à limiter l'accès gratuit à la plateforme et ensuite à introduire un périmètre de gratuité. Ça aussi, c'est un élément intéressant parce que on avait quand même quelques craintes sur le fait que l'introduction de ce périmètre de gratuité allait faire partir un certain nombre d'utilisateurs parce que forcément la solution était gratuite, les gens étaient là plutôt pour profiter de ça. Néanmoins, l'introduction de ce périmètre de gratuité n'a pas fait partir donc, les utilisateurs. Donc un grand nombre d'utilisateurs ont basculé dans le modèle gratuit et en particulier les grandes entreprises, les majors du BTP, ceux qui ont une utilisation très poussée, je dirais, de la plateforme sont restés et ont joué le jeu en payant finalement leur utilisation de la plateforme. Par ailleurs, on a préservé le noyau dur, je dirais, de l'utilisation de la plateforme, qui consiste à dire que 80% des utilisateurs qui représentent les petites et moyennes structures restent dans un périmètre de gratuité et donc ne payent pas l'utilisation de la plateforme. Et c'est un modèle économique qui est en train de fonctionner et donc qui répond au schéma initial qui était imaginé. Vous dites qu'il y a eu pendant le confinement une limite, qui était une limite quoi, technique finalement de l'outil lui-même? Non, en fait, donc lors du premier confinement, on a eu, malheureusement, j'ai pas ça sur la figure, mais on a eu lors du premier confinement un pic d'utilisation qui a été extrêmement élevé. Et comme ça a été fait dans sur d'autres plateformes numériques, hein, je ne sais pas si vous avez suivi, mais par exemple Netflix à l'époque avait réduit la résolution de la diffusion parce que les serveurs ne suivaient pas. Et donc on a été amené à introduire une étape supplémentaire dans la création d'un espace de travail qui consiste à demander la création d'un espace de travail de façon à modérer, je dirais, cette évolution. Et ensuite, on a été amené à introduire le périmètre de gratuité qui consiste à dire pour les utilisateurs qui démarrent dans cette utilisation, ça reste gratuit. Mais pour les utilisateurs les plus avancés, ceux qui ont des exigences importantes en termes d'espace de stockage, en termes de nombre d'utilisateurs, etc., ça devient payant. Et ça, c'est donc une nouveauté qui était introduite, qui est assez importante. Alors, Croquis, c'est quoi en fait? Donc, c'est un ensemble de fonctionnalités qui consiste à permettre donc, aux différents acteurs du projet de travailler ensemble à travers donc, un espace qui permet de supporter des services collaboratifs, c'est-à-dire de pouvoir faire de la visioconférence, de faire du chat, de faire des planifications de tâches, de faire des applications de partage d'écran, etc. Donc ça, c'est donc des choses qui sont bien sûr existantes ailleurs, mais l'idée, c'est que Croquis intègre toutes ces dimensions dans un seul endroit et permet à l'ensemble des équipes de projet de trouver tous les outils dont ils ont besoin au même moment. Donc voilà, donc les services collaboratifs, les services de gestion de documents, donc de partager les droits d'utilisation, de lecture, d'écriture, les versions des documents, des commentaires. Maintenant, on a la coédition des documents, on peut coéditer d'une façon concomitante les documents, etc. On a aussi ce qu'on appelle les services métiers, donc des services qui permettent de vérifier les différentes maquettes. Est-ce que les maquettes qu'on reçoit ont une qualité qui est suffisante? Est-ce qu'ils respectent donc, les cahiers des charges qui ont été définis? On a des outils qui permettent de gérer les protocoles BIM, de permettre de calculer des quantités, de vérifier les conventions de nommage, etc. Donc des applications très métiers. Et à côté de ça, comme je disais, donc Croquis se veut être un écosystème qui permet d'accueillir des services tiers. On a des services tiers qui sont proposés par différents éditeurs de logiciels qui viennent se greffer sur la plateforme et utilisent la plateforme à travers une API qui est disponible et permettent comme ça de traiter l'ensemble des étapes du processus de conception, réalisation, exploitation des bâtiments. Parmi ces services, je donne un exemple, hein, donc, on a réalisé récemment un nouveau service qui est donc un service métier pour le métier de l'électricien. Donc ça, c'est une idée assez importante, je pense. Aujourd'hui,
on revient de cette idée qui consiste à dire le BIM contient l'ensemble des informations qui sont utilisables par l'ensemble des acteurs. Ça, c'est une vue de l'esprit qui a, à mon avis, a ses limites. On s'oriente maintenant vers ce qu'on appelle des services métiers, c'est-à-dire donner à chaque acteur l'information dont il a besoin pour réaliser sa tâche à une phase donnée. Il n'a pas nécessairement besoin d'avoir accès à l'ensemble de l'information, mais uniquement à l'information dont il a besoin. Et ça, c'est l'idée de ce service métier. Et là, donc, on a fait l'application sur la vue électricien. Donc, on va sortir, à partir d'une maquette globale, on va sortir le lot électricité, donc, qui permet de fournir à l'électricien toutes les informations sur le câblage, les prises, les différentes installations électriques, etc., qui lui permettent de voir quel est son projet, qu'est-ce qu'il doit faire et comment ça va se passer pour lui, et pouvoir faire des recherches. Quel nombre de prises dans cette salle, qu'est-ce que je dois installer à cet étage, etc., pour pouvoir comme ça réaliser son travail. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est amené à être généralisé. Donc on a fait l'exercice pour l'électricien. Je pense qu'il faut le faire pour le plombier, le plaquiste, le chauffagiste. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour assurer le déploiement du BIM dans la profession. Il y a des métiers peut-être qui sont, je ne dirais pas prioritaires, mais peut-être plus adaptés à ces outils. Oui, alors il y a sûrement des métiers où je pense que la valeur ajoutée de ces services sera plus importante. Et en particulier, il me semble que tous les métiers qui nécessitent un effort de calpinage, c'est-à-dire d'adaptation finalement au projet, peuvent bénéficier d'une façon très importante de ce service. Voilà, parce que ça permet en fait d'aider à la mise en œuvre des différents éléments. Donc que ce soit au niveau du carrelage, du plaquiste, etc. Ça permet de préparer en fait la mise en œuvre. Voilà, et puis pour finir, donc, on a développé un nouveau service qui s'appelle le serveur BCF. Alors bon, derrière le terme barbare, c'est une annotation. Imaginez que c'est un post-it, c'est-à-dire c'est la capacité qui est donnée à l'utilisateur de mettre un post-it sur un élément en disant là j'ai un problème, ça me convient pas, je veux le changer, je veux le modifier, j'ai un commentaire, etc. Donc on peut annoter comme ça la maquette et ça permet en fait de partager après ces annotations à travers les différents acteurs du projet de façon à pouvoir améliorer la conception et éviter les mauvaises conceptions. Et ensuite, ces annotations sont lues à travers les différents viewers qui sont disponibles sur la plateforme. On a 2 viewers en ligne qui sont disponibles, plus un viewer qui est installé sur desktop, qui est FBIM. Et ces annotations vont transiter comme ça entre les viewers de façon à pouvoir informer l'ensemble de l'équipe projet sur les commentaires qui ont été réalisés. Ça aussi, je pense que c'est un élément qui est important pour accompagner le déploiement et la mise en œuvre du BIM dans la profession. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation qui se voulait très rapide et très générale. Après, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Alors, il n'y a pas de questions parce que je ne peux pas passer le micro pour des raisons sanitaires, n'est-ce pas? Je le garde, je le garde. Alors moi, par contre, je vais vous poser une question. C'est depuis 2018, vous travaillez dessus, vous nous avez montré les étapes. Le futur, c'est quoi de cette plateforme publique? Alors, le futur aujourd'hui, on est en train de le dessiner, donc le futur est en construction. On est en train de réfléchir aux différentes possibilités, bien entendu avec la profession, avec le plan BIM, avec le ministère qui est le maître d'ouvrage finalement de l'opération. Et on se donne jusqu'à la fin de l'année pour définir l'orientation qui sera donnée à la plateforme et quelles sont les prochaines étapes qui vont être réalisées. Par contre, vous gardez quand même l'appellation plateforme publique, c'est important ça. Je pense que c'est important. Après, il faut voir, il y a plusieurs, sans dévoiler de secrets, on est en train de discuter avec les juristes sur qu'est-ce qui peut être fait dans ce contexte. Comme vous imaginez, c'est un sujet un petit peu compliqué.
Mais je suis d'accord avec vous, effectivement. Cette plateforme publique, elle a une connotation qui rassure. Hein, donc, et je pense on tient à garder cette connotation. Ouais. Très bien, merci Soye Soubra. Alors si vous voulez retrouver cette intervention du CSTB, vous pouvez aller sur le site internet du Plan BIM 2022. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.